Ok, bonsoir à tout le monde. Ça fait quelques jours là. Et bon, on est tellement pris que c'est pas facile hein, qu'on se retrouve tout le temps. Mais on suit attentivement l'actualité nationale et internationale. Et bon, ce qu'on a envie de dire, c'est que les gens doivent apprendre à analyser les faits avec moins d'émotion et surtout avec beaucoup de rationalité parce que, vous savez, nous avons dépassé le cap de 100 jours par rapport à la guerre en Ukraine. Au début de cette crise-là, j'avais affirmé publiquement que la Russie n'a aucune chance de s'imposer en Ukraine, quelle que soit la méthode que Vladimir Poutine va adopter, quelle que soit la barbarie, n'est-ce pas, qu'il pourra utiliser, n'est-ce pas, dans le conflit ukrainien. Les conséquences de cette invasion pour l'économie russe seront tellement lourdes que tout le leadership de la Russie finira par regretter cette erreur stratégique de Vladimir Poutine. Bon, les gens sont venus sur ma page raconter tout ce qu'ils ont raconté. Moi, je suis quelqu'un de très froid quand j'observe des situations. C'est-à-dire, je ne fais pas les analyses pour plaire aux gens. Je fais des analyses par rapport aux faits qui sont à ma disposition. Surtout que moi, je pense beaucoup plus du côté scientifique de l'analyse. Lorsque vous regardez un bloc comme l'OTAN, les États-Unis en tête, c'est une chose de croire que l'OTAN peut perdre face à la Russie, mais la réalité c'est tout autre. Vladimir Poutine a menacé d'utiliser les armes nucléaires, menacé de bombarder les positions de l'OTAN, autant de choses. Mais la vérité, c'est que pendant plus de 100 jours de combat, aucune position de l'OTAN n'a été bombardée par la Russie. Quelles que soient les armes qui sont acheminées en Ukraine, là, la Russie n'a pas encore bombardé une seule position de l'OTAN. Aucun membre de l'OTAN n'a été attaqué par la Russie. Alors que tous ces pays sont en train de soutenir l'Ukraine. La Pologne est à côté. La Russie n'a pas attaqué la Pologne. Même la Suède et la Finlande qui ont décidé de rejoindre l'OTAN. Est-ce que vous avez vu la Russie attaquer ces pays-là? Pourtant, ils ont décidé de rejoindre l'OTAN. Or, le premier objectif de la guerre en Ukraine, c'était de décourager l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Alors, ce qui s'est passé, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que si la Russie avait peur que l'Ukraine rentre, n'est-ce pas, dans l'OTAN, maintenant, la Russie a poussé la Suède et la Finlande de rejoindre l'OTAN. Donc, au lieu de gérer maintenant un seul pays qui veut rejoindre l'OTAN, la Russie aura à gérer au moins 3 pays qui doivent gérer, qui veulent rentrer dans l'OTAN. Si ces pays se sentaient à l'aise avec la Russie, qu'est-ce que ces pays iraient chercher, n'est-ce pas, dans l'OTAN? C'est des questions que les gens doivent se poser. Bon, maintenant, au niveau de... Pardon, au niveau de la crise alimentaire qui se signale. Les Africains ont dit au début de cette crise que voilà, c'est une guerre qui ne concerne pas les Africains, qu'on cesse d'embêter les gens avec les histoires qui se passent en Ukraine, ça ne les regarde pas. Toute une délégation de l'Union africaine est allée vers Poutine pour plaider auprès de lui de ne pas bloquer l'acheminement, n'est-ce pas, l'acheminement du blé, n'est-ce pas, vers l'Afrique. Parce que là encore, l'Afrique sera victime de cette guerre. Lorsque j'ai établi la relation entre la guerre en Ukraine
et la famine en Afrique. Les gens n'ont pas vu ça. Les gens m'ont dit, voilà, vous aimez toujours créer des situations qui n'existent pas. En quoi est-ce que la guerre en Ukraine concerne l'Afrique? Maintenant que la Russie est en train de bloquer le port de l'Ukraine pour empêcher l'acheminement du blé, n'est-ce pas, vers les pays qui ont besoin de ça, ça va créer la famine. Le prix du pain va grimper. Les gens vont mourir de faim. Alors qu'ils se sentaient à l'abri, n'est-ce pas, du conflit en Ukraine. Ici en Occident, le prix du gaz augmente. Le prix du pétrole, ainsi de suite, ça augmente. Donc pour dire que voilà un conflit qui est déclenché en plein cœur d'Europe, mais les Africains sont en train de subir de plein fouet les conséquences, n'est-ce pas, de cette crise. Dans le même temps, il y a des Africains qui ont prétendu, qui défendent, n'est-ce pas, Poutine, parce que voilà, il devait revenir libérer l'Afrique. C'était le Messie. Bon, moi, je ne suis pas dans la logique messianique. Je ne crois pas au messianisme. Si nous devons défendre l'Afrique, c'est à nous, Africains, de nous mettre ensemble, de travailler pour l'Union africaine et de nous battre en sorte que les puissances occidentales, lorsqu'ils nous abordent avec un peu de respect. Ce n'est pas en allant nous prostituer à d'autres puissances occidentales que nous allons sortir l'Afrique de la dépendance, que nous allons sortir l'Afrique de la pauvreté. La preuve, l'Afrique a besoin de la Banque mondiale, l'Afrique a besoin du Fonds monétaire international, l'Afrique a besoin de l'Union européenne. Les gens vont dire non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Non, 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 vous mentez. Les Russes ont envie de vendre les armes. Les Russes ont besoin de l'argent. Donc s'il faut que les Russes déversent les armes en Afrique pour que nous nous entretions, ils ne vont pas hésiter. Mais en retour, ils vont bénéficier de nos matières premières, de notre argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire que je ne vois aucune puissance impérialiste. Parce que la Russie est une puissance impérialiste. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ce que la Russie est en train d'essayer de faire en Ukraine, là, c'est l'impérialisme. Hein? Comment vous voulez faire croire que la Russie n'est pas une puissance impérialiste? Alors qu'elle est en train de faire une guerre exactement pour conquérir tout un pays souverain. Ça, c'est l'impérialisme. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que vous engagez une bataille militaire sous forme d'invasion pour éradiquer tout un pays et changer ses frontières, nationaliser une bonne partie. Ça, c'est l'impérialisme. C'est tout. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont d'accord avec ça parce que c'est la Russie. Mais ils iront au Mali dire que voilà, ils ne veulent pas de la France là-bas au Mali, mais ils veulent de la Russie en Ukraine. Vous voyez la contradiction dans ce genre d'analyse? Mon problème ici, ce n'est pas de défendre ou pas Poutine. Poutine, c'est un animal pour moi. Poutine, c'est un psychopathe. Si vous balancez des missiles les missiles de croisière sur les populations civiles, ça c'est la barbarie. Je ne peux pas soutenir cela. Alors, mais que les gens viennent défendre cela parce qu'ils sont contre les États-Unis, la France, l'Angleterre, ça c'est la folie. Si vous êtes contre ce que les Américains font, soyez contre ce que la Russie fait. C'est ça qui est logique. Moi, je ne peux pas accepter que les Américains détruisent des pays. Tout simplement parce que, voilà, ils sont dans leur droit de faire ça parce que la Russie est en train de faire la même chose en Ukraine. Vous comprenez un peu la logique? C'est ça. Donc, lorsqu'on est... Yeah. Ok. Donc, lorsque vous avez envie d'être un peu cohérent, il ne faut pas soutenir une chose et son contraire. Si vous soutenez deux choses, l'une et son contraire, ça veut dire que vous êtes incohérent. Vous comprenez? Dans cette configuration-là, vous n'avez pas de leçon de morale à donner aux gens. Ce que je veux dire ici, c'est que si les Africains pensent qu'ils soutiennent Poutine, parce que voilà, les États-Unis ont par le passé envahi des pays, ils se trompent. Parce que hier, quand les États-Unis envahissaient des pays, ce n'était pas dans la légalité. Donc c'est un peu comme si vous me dites, voilà,
le vol, c'est interdit. Mais comme les autres volent, je vais soutenir tel parce qu'il est en train de voler. Est-ce que c'est raisonnable, ce genre de mentalité? Non. Non, 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 non. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, dès qu'ils ont engagé leur armée pour envahir un pays souverain, c'est contre le droit international. Aussi simple que ça. Donc si vous devez condamner ça partout. Voilà. Donc voilà un peu au Cameroun aujourd'hui. Je reviens encore au Cameroun. Lorsque la guerre a commencé dans le nord-ouest là, nous avons dit que c'est pas bon. Que ça va amener les gens très loin. Les gens nous ont insultés, voilà, ce sont les terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes, le pays ne va pas tomber parce que voilà, nous soutenons notre armée, nous sommes derrière notre armée républicaine, ils sont dans leurs droits, machin. Bon, maintenant que les soldats meurent. Yeah. Donc, vous comprenez que c'est le Cameroun qui perd. Nous perdons et les soldats, nous perdons et les civils de part et d'autre. Alors que la formule la plus facile aurait été de négocier une paix qui apporte, n'est-ce pas, la sécurité à tout le monde. On n'a pas exploré cette piste. On a utilisé le langage des vats en guerre. On a taxé les uns des traîtres, des autres de patriotes, comme dans nos habitudes. Et voilà que nous sommes dans l'impasse. On ne parvient pas à sortir le pays, n'est-ce pas, du cycle de violence. Parce qu'on manque suffisamment d'intelligence pour être pragmatique. Et adopter des stratégies qui puissent apporter la sécurité de part et d'autre. Donc voilà le véritable enjeu, voilà le véritable problème. Bon. Si nous voulons avancer avec ce genre de mentalité, on n'ira nulle part. La guerre, ça ne peut pas apporter quelque chose aux gens. Voilà, on ne peut pas avoir la mémoire sélective, on ne peut pas. On doit être objectif, on doit être rationnel, on doit avoir des principes. Même quand c'est contre nous, il faut souvent apprendre à expliquer des choses pour que ça arrange tout le monde. Vous comprenez, c'est la même chose avec le débat politique au Cameroun. Et ça m'écoeure, hein? Ça fait très mal. Les Camerounais sont démocrates à partir du moment où leur candidat est en train de gagner. C'est ça la démocratie au Cameroun. Si vous vous opposez contre leur candidat, ils deviennent des fascistes, presque dans leur majorité. Ça, c'est pas la politique. C'est pas la politique. Ça devient le tribalisme, ça devient des attaques ad nauseam, ça devient les procès d'intention. Dès que le candidat de l'autre est attaqué pour une erreur, n'est-ce pas, justifiée ou pas, ça devient tout ce que vous pouvez imaginer. Et je déplore cela, il faut condamner cela. Apprenons à défendre la logique des institutions et non la logique des personnes. Hein? Je ne veux pas seulement m'exciter sur la place publique parce que c'est mon ami qui est en train de gagner. Ou bien c'est parce que mon ami est en train de perdre. Non. Dans la logique, est-ce que mon ami mérite de gagner? Est-ce que mon ami a un projet de société qui puisse bénéficier à la majorité des Camerounais? C'est ça qui m'intéresse. Donc, alors, mais quand les gens bifurquent et commencent à parler du tribalisme et de tout ce que vous pouvez imaginer là, ça ne peut pas arranger les gens. Ça devient la discrimination, hein, ça devient les procès d'intention et voilà. Vous comprenez? Regardez comment Michel Doki, juste parce qu'elle a eu l'intention de se présenter comme candidate majeure à l'intérieur d'une formation politique, regardez les insultes qui pleuvent sur elle. Est-ce que c'est ça la politique? Non, je pense que les gens doivent arrêter ça. On peut faire mieux que ça. Hein? Hein? Tout le monde est libre de participer aux jeux politiques. Que ça nous arrange ou pas. Essayons de respecter le principe de la majorité. Et ça va aider les gens. Ok. Vraiment, je ne vais pas trop durer là. Je m'étais retiré derrière ici. Dans l'espoir qu'il n'y aurait pas de bruit. Mais les enfants sont sortis. Ils font un peu de désordre. Quand j'aurai un peu de calme, on va reprendre d'autres sujets. Alors, je voulais juste
briefé là quelques aspects de l'actualité, pas en profondeur, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci donc de votre attention. Vous passez une très bonne soirée. Ok, bye bye.